On a besoin que nos médias soient là, soient présents et puissent témoigner de tout ce qui se fait, de ces efforts, et puis peut-être soient des outils aussi aux mains des travailleurs pour être plus forts. Alors pour cela, pour cette émission que nous allons présenter aujourd'hui, nous avons deux invités. Il y a Jean-Pierre Collin, bonjour. Bonjour. Qui a réalisé un film sur les verriers de Givors, et lui-même a travaillé dans cette entreprise de Givors qui a été démantelée il y a quelques années, il nous le racontera. Et puis, il y a Louis Saligna, bonjour. Bonjour. Louis, qui a fait un film aussi qui s'appelle Ça travaille et qui est sur la France Télécom, où lui aussi a travaillé. Et tous les deux, vous êtes retraités, mais vous êtes toujours très actifs parce que vous avez trouvé à travers le vidéo, à travers le film, la possibilité d'être finalement au service des luttes de vos camarades, hein, on peut le dire. Oui, tout à fait. Je crois que c'est... du temps que je travaillais, j'étais délégué syndical, donc on connaît le problème des salariés. Maintenant, la retraite, c'est une façon, par la vidéo, c'est une façon de continuer ce combat et de faire connaître les problèmes que rencontrent les salariés pendant le travail et aussi après le travail, les problèmes de santé, notamment notamment les verriers, leur contact avec des produits qu'on appelle CMR, cancérigènes, mutagènes. Et donc c'est un combat qui est démarré suite à la fermeture de l'usine de Givors et où de nombreux verriers se sont aperçus qu'ils étaient malades, et donc ils ont fait, il y a eu une enquête, il y avait une association qui avait été créée, et ils ont fait une enquête et ils se sont aperçus que le taux de cancer chez les verriers était 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Et donc ils se sont dit, il y a un problème, et ils ont commencé par l'intermédiaire de leur association de chercher, de faire des enquêtes, etc., et de mettre ça dans les mains des spécialistes cancérologues. Et donc, il y a des études, et puis il y a un combat aussi vis-à-vis de la sécurité sociale pour faire reconnaître leur maladie comme étant une maladie professionnelle. Alors, on aura l'occasion de développer bien tout ça. On va voir des extraits du film que vous avez réalisé. Puis vous nous parlerez aussi donc, des conditions de vie des travailleurs du verre, pas seulement ceux de Givors, mais aussi ceux de Vauche et d'un certain nombre d'autres entreprises du même groupe, ou d'autres entreprises d'autres groupes d'ailleurs, hein, parce que les conditions restent aujourd'hui difficiles et mauvaises pour la santé, il faut le dire. Un petit mot aussi maintenant, Louis, sur France Télécom. Hein, on reviendra peut-être en fin d'émission sur qu'est-ce qui vous a poussé et comment vous avez travaillé pour produire votre film, mais vous en avez senti le besoin de produire un film sur cette entreprise où vous avez travaillé aussi longtemps. Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai arrêté donc, le 1er octobre, hein, donc c'est tout récent. Donc le film, il date de quelques années. Effectivement, j'ai voulu tracer un peu une situation que je croisais et qui me semblait important de témoigner, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça alors que j'étais dans l'entreprise, quoi. Voilà. Alors on va tout de suite vous montrer un petit extrait, montrer à nos auditeurs et à nos spectateurs un petit extrait du film pour commencer de Louis. On va écouter Marie-Thérèse Fayol. Un petit mot ? Oui. Marie-Thérèse ? Non, c'est devenu une amie d'ailleurs que je vois régulièrement. Mais bon, effectivement c'est une des personnes qui témoigne et faut dire que ce film date d'avant la médiatisation de l'affaire France Télécom, hein, que tout le monde connaît, qui a défrayé la chronique un peu dans tous les médias. Et donc, j'ai eu quand même beaucoup de mal à obtenir des témoignages. Hein. Oui, donc, j'en avais peur. Absolument, oui. Donc, Marie-Thérèse est une des personnes qui a accepté de témoigner. Bon, ça se faisait en dehors de l'entreprise, évidemment. Là, on est chez elle. D'accord. Dans son canapé. On va l'écouter voilà. Et l'entendre et la voir, hein, pour ceux qui nous suivent sur l'Internet. Au rendement, on ne disait pas les mêmes mots, on ne disait pas productivité à l'époque, on disait rendement. Mais ça se passait bien parce que c'était des équipes assez soudées et quand il y avait un problème, il y avait une certaine solidarité qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Quand quelqu'un avait un pépin, on faisait corps avec la personne. Bon, maintenant, on ne sait même pas si le voisin a un pépin, on ne veut pas le savoir, on l'ignore totalement.
Donc cette époque-là, pour moi, malgré les contraintes du travail, les horaires, parce qu'on finissait à 22 heures, c'était des services ouverts 24 heures sur 24, samedi, dimanche y compris. Donc au niveau des horaires, c'était quand même assez contraignant. Moi, j'ai travaillé pendant 14 ans tous les dimanches. Je remplaçais les femmes qui avaient des enfants. Donc c'était assez contraignant, mais quelque part, c'était quelque chose qui ne me déplaisait pas. Parce qu'il y avait une certaine solidarité. Voilà. Bon, on m'appelait chez moi, on m'appelait pour me demander de remplacer le lendemain, j'y allais. Donc on pouvait faire, on n'était pas, il n'y avait pas les mêmes contraintes qu'aujourd'hui au niveau de l'amplitude du travail. On pouvait faire 14 heures par jour, par exemple. Alors, on voit effectivement cette ambiance, cette culture de travail qui était celle de France Télécom, finalement, des fonctionnaires, à l'époque des PTT et puis les époques qui ont suivi, avec un engagement des salariés dans leur travail, et puis une ambiance de travail qui était des critères, finalement, de service public. Alors, tout à fait. Hein. Mais bon, on a vécu dans les entreprises de services qui a été fait dans l'industrie avant, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le toyotisme, hein, c'est-à-dire l'installation d'un système de management et d'une gestion aussi des flux, c'est ce qu'on appelle flux tendu zéro stock, donc qui installe une pression beaucoup plus forte dans les entreprises, dans les équipes, et puis en fait, à force de restructuration, la destruction des collectifs de travail, hein. Et un collectif de travail, on sait très bien que ça se détruit très facilement, très vite. Par contre, ça se construit très très lentement, parce que c'est une question de confiance entre les gens, hein, de pouvoir en fait se livrer à son collègue de travail, c'est-à-dire donner ses trucs de métier. Hein. Typiquement, ça réclame du temps. On donne pas, on livre pas sa façon de travailler, sa façon d'être comme ça du jour au lendemain. Alors, cette culture de travail, justement, cette confiance entre les travailleurs, cette envie de faire, de bien faire et de faire, c'est pas seulement pour bien travailler entre soi, pour un confort vraiment de communication entre soi, mais c'est aussi la qualité du service au public. Oui, tout à fait. Bon, les gens sont attachés au bien travailler, hein. C'est-à-dire le bien travailler, c'est-à-dire rendre un service, et puis aussi travailler par rapport à son être profond. C'est-à-dire on a tous à son honneur personnel. Oui, mais aussi par rapport à la façon dont on souhaite travailler. C'est-à-dire on n'est pas tous faits de la même façon. Il y a des gens qui aiment travailler très vite. Il y a des gens, au contraire, qui creusent les sujets, qui grattent. On a tous nos façons de travailler. Et je dirais que le management qui s'est mis en place a complètement détruit ça, c'est-à-dire que maintenant on a rendu soi-disant les gens autonomes, mais en fait cette autonomie, c'est de l'isolement. En fait, ils la payent très cher, d'abord par l'isolement, et ensuite ils sont tributaires de chiffres, quoi. Donc en fait c'est une fausse autonomie, contrairement, c'est-à-dire qu'on les oblige à travailler d'une certaine façon, et ça fait terriblement souffrir, ça, parce que bon. Ici, beaucoup de gens sont sur des travaux, sur un travail autonome, quand on est professeur, quand on travaille à sa main, comme on le souhaite. Quand vous êtes... Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas évalué, hein. C'est-à-dire que les élèves, pour les professeurs, par exemple, bien sûr. Ils sont là, hein, et ils réagissent, et donc forcément, on a un retour. Non, mais c'est pas ce retour-là. Non, mais ça se met en place partout, hein, c'est évident, c'est une tendance. Mais à France Télécom, moi, ce que j'ai constaté, c'est que tout ça se mettait en place un peu sous la table, et que les gens se retrouvaient devant le système complètement démunis, parce qu'ils n'avaient pas vu arriver la chose. On vous dit pas à l'avance, voilà la société vers laquelle on va, voilà ce qu'on va fabriquer. Vous allez, on va supprimer la moitié des techniciens et on aura besoin de vendeurs. Ça, on vous le dit pas à l'avance. Donc tout ce système-là se met en place et les gens ils se sont retrouvés devant ça, donc sans avoir eu la possibilité de résister en fait, parce qu'ils l'ont pas vu venir. C'est ça ce qui s'est passé en fait. Alors changement du modèle économique et changement, je dirais, du management, évidemment, qui va avec. Hein. Alors, on va y revenir, d'ailleurs, avec un autre extrait tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va se plonger dans une autre ambiance. C'est l'ambiance des verreries
une verrerie très ancienne, et on va rappeler un petit peu l'histoire. C'est les verreries qui datent du siècle de Louis XIV. Hein. 250 ans de verrerie à Givors. Voilà, donc on va tout de suite voir un deuxième morceau de film, hein, tout petit, mais qui mettra dans l'ambiance de cette verrerie de Givors, qui est aujourd'hui, on le rappelle, n'a cessé de fonctionner, mais il existe toujours des verreries analogues, à Vauche par exemple, on en parlera quand même, mais on va avoir quelques images qui nous feront sentir à la fois ce qui se fabrique, hein, c'est du verre, on verra des bouteilles, des filets, mais c'est aussi une ambiance de travail, et finalement on sera déjà par l'image tout à fait dans l'esprit de cette chaleur, de cette aussi de l'automatisation d'un certain nombre de tâches, mais en même temps de la pénibilité et de la difficulté de ce travail. Et c'est aussi toute une culture d'entreprise qui est là quand on est les ouvriers de la verrerie, et on va y revenir après avec Jean-Pierre. C'est par un arrêt pris le 10 mai 1749 que le Conseil du roi crée la verrerie royale de Givors. En 1869, la verrerie de la Frédière compte 3 fours. Elle produit toutes les bouteilles, bonbonnes et Dame Jeanne. En 1878, Fleury-Neufzell apporte le four à gaz Siemens d'Allemagne. Il organise le travail en 3 brigades de 8 heures. C'est la création des 3-8. En 1900, Eugène Souchon est chargé de construire une nouvelle usine, le long du Gier, entièrement équipée de machines semi-automatiques bouchées. La machine bouchée autorise désormais la production d'un même article en continu. En 1920, seconde révolution technologique avec la mise au point de machines automatiques. Dès lors, toutes les petites affaires familiales incapables, faute de capitaux, de moderniser leur entreprise, vont chercher à s'associer à Souchon-Neufzell ou Saint-Gobain. C'est le début des concentrations capitalistiques. Alors on était dans le bruit, hein, c'est le bruit, la chaleur, c'est vraiment un travail difficile, hein, physiquement. Je dirais c'est très physique. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit, bien souvent, on est à 120, 130 décibels. Ce qui veut dire que quand on rentre dans un immeuble à Givors, en montant les étages, le soir, s'il y a les télévisions qui tournent, tout de suite, on entend, au niveau sonore de la télévision, on dit, tiens, là, il y a un verrier qui habite parce qu'il est devenu en partie sourd. La chaleur, autour d'une machine, c'est 40, 45, voire 50 degrés ambiant l'été. Donc, il y a une pénibilité au travail qui est assez grande. Bon, là, on ne l'a encore pas vu, mais en plus, viennent se créer, au niveau de la difficulté du travail, l'environnement avec les décompositions de produits chimiques, etc., les huiles de graissage, etc. Plus les 3-8 aussi. Hein. Plus les 3-8, voilà, le travail de nuit. En plus, je dirais une chose qui est, à force de lutte, les verriers ont réussi à travailler en 5 équipes, donc ça date des années 80. Donc ils ont réussi à avoir une 5e équipe, ce qui fait qu'ils travaillaient 2 matins, 2 après-midi, de nuit, et ensuite ils avaient 2 jours de repos. C'était beaucoup moins stressant au niveau santé, pour la bonne et simple raison, c'est que quand on travaille ce qu'on fait le 3-8, le vrai 3-8, c'est-à-dire une semaine à chaque fois, c'est très nocif pour la santé parce que l'organisme commence à s'habituer au nouveau rythme. Et dès que l'organisme s'habitue, paf, on casse le rythme et on change d'horaire. Et ça, au niveau du sommeil, au niveau des problèmes digestifs, c'est excessivement important et stressant pour les salariés. Alors, bon, sur les conditions de travail, j'ai eu la chance, moi, personnellement,
d'être un peu privilégié par rapport à tout ça, parce que je ne travaillais pas vraiment dans la verrerie, j'étais au centre de recherche de BSN. Donc ce centre de recherche, j'allais fréquemment dans les usines, un peu dans l'Europe entière, mais je n'étais pas 24 heures sur 24 à côté des machines. Hein, alors que la majorité des verriers, eh bien, quand ils prenaient leur poste, c'était 8 heures d'affilée devant la machine, dans les conditions de bruit importantes, dans les conditions de chaleur importantes et dans des conditions, je dirais, d'ambiance par rapport aux voies respiratoires très, très nauséabondes. Alors, bon, pour revenir... Heureusement qu'il y avait, un peu comme dans toutes les professions difficiles, on retrouve ça chez les mineurs, etc., il y avait la solidarité entre les gens, il y avait l'amitié, la solidarité, et tout ça faisait que les gens supportaient cela. Mais d'ailleurs, dans le deuxième film que l'on a fait sur les maladies professionnelles, le film pour faire reconnaître les maladies professionnelles comme maladies graves vis-à-vis des verriers. On a interviewé un des responsables syndicaux qui a été à l'origine de ce combat, qui est Christian Cervantes. Et qui est décédé récemment, qui est décédé, d'un cancer. Voilà, il est de 2 cancers. Plusieurs cancers. Et on l'a interviewé, enfin l'association à laquelle je participe, Vivez, on l'a interviewé quelques mois avant son décès, où il expliquait, et je pense que c'est une phrase très forte, il disait « Mais quand j'ai commencé à travailler, si j'avais su que ça se termine comme ça, je ne sais pas. Mais à l'époque, on avait des copains qui mouraient autour de nous, mais bon, il est mort, on ne se posait pas la question, ben, il est mort, il a pris un cancer, mais on ne se posait pas la question de quel cancer et pourquoi ce cancer. Et c'est petit à petit qu'effectivement, quand l'usine, il y a eu un plan social annoncé en 2001, de 2001 à 2003, où l'usine a fermé, tous les salariés se sont battus pour conserver leur outil de travail, parce qu'en fait, comme il le dit aussi dans son reportage, c'est ce qui faisait vivre les gens. Il les faisait vivre parce que c'était la paye à la fin du mois. Et bon, ils vivaient et c'était leur gagne-pain, mais c'était aussi, et c'est ce pourquoi aujourd'hui ils se battent, c'était aussi leur mort pour beaucoup. Hein, je disais tout à l'heure, il y a 10 fois plus de cancers dans la population des verriers que dans la population générale. Donc, vivre avec le travail, c'est une chose. Mourir pour le travail, ça, c'est vraiment autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont un combat qui est mené. Bon, comme il le dit aussi, quand on l'a interviewé, pour eux, les anciens salariés, bon, ils peuvent plus grand-chose. Par contre, ils se battent pour que dans toutes les verreries d'Europe, il y a 250 verreries à peu près en Europe, les salariés sont confrontés aux mêmes conditions de travail. Et ils se battent pour qu'enfin des mesures techniques soient prises pour qu'ils ne soient plus, confrontés à ce problème-là dans les années qui viennent. Parce que, évidemment, le problème des cancers, c'est que ça se déclare nombreuses années après, hein, la plupart ils sont à la retraite, donc l'employeur il est dédouané de toute chose. Alors on reviendra sur cette lutte que mènent actuellement les verriers retraités et leurs familles, hein, il faut bien le signaler, hein, notamment la veuve de Christian Cervantes, responsable syndical, hein, Christian Cervantes est très engagé dans le mouvement. On y reviendra parce qu'il y a quelque chose d'assez exemplaire dans la manière dont ils travaillent ensemble, mais on le dira un petit peu tout à l'heure. Je voulais qu'on revienne sur ce que avait commencé à nous dire tout à l'heure sur l'encadrement aussi bien l'encadrement de proximité, les responsables auxquels vous êtes confrontés, aussi bien dans l'entreprise de chimie que dans l'entreprise de service, hein, que sur la façon dont les décisions se prennent au niveau de la direction générale. Hein, qu'est-ce qui fait qu'on décide de fermer un établissement, d'en garder d'ouvert d'autres, de réduire l'activité ici ou là, et sur finalement la compétence qui, à tous les niveaux de la hiérarchie, existe dans ces entreprises-là. Et on va relier ça à ce que vous dit Jean-Luc Fortunato dans votre film, Louise, et vous allez nous en dire un petit mot là.
Ah oui. Jean-Luc, c'est quelqu'un aussi qui a fait toute sa carrière au sein de France Télécom, et c'est un technicien qui a petit à petit, on a demandé de perdre sa technicité en gros, quoi, puisque l'informatique, faut le dire aussi, l'informatique a bouleversé les métiers dans les entreprises, à tous les niveaux, aussi bien au niveau technique que pour les métiers de gestion et tout ça. C'est quelqu'un qui s'est pas adapté à la nouvelle, au nouveau management, je sais pas. Si on va écouter ce qu'il vous a dit. Je sais pas. Je pense aussi, c'est que au niveau des postes de responsabilité, les gens ont perdu le savoir technique, c'est-à-dire qu'on leur demande plus ça. Nos responsables on leur demande plus de savoir ce que fait l'individu. D'ailleurs, la première fois où ça m'a choqué énormément, c'est au moment des classifications où mon responsable vient me trouver, donc c'était mon responsable supérieur, et vient me trouver en me disant, il faut que tu remplisses ta fiche de poste, il faut que tu me dises ce que tu fais. Alors j'ai regardé, peut-être d'un air un peu bête, parce que c'est vrai que c'était peut-être pas la question à poser, mais je lui dis, je comprends pas, parce que 25 ans de boîte, c'est la première fois qu'un responsable me dit d'écrire ce que je fais. Jusqu'à maintenant, il me disait ce que je faisais. C'est lui qui me dictait ce que j'avais à faire. C'est lui qui me disait ma tâche. Mais jamais mes anciens responsables sont venus me demander d'écrire ce que je faisais. C'est à croire que tu ne le sais pas. Je lui dis, s'il y a quelqu'un d'écrire, c'est à toi, c'est pas à moi. Donc j'ai jamais voulu remplir ma feuille de poste. J'ai dit, s'il y a quelqu'un de le remplir, c'est à toi, c'est pas à moi. Quand il y a des changements dans la manière de travailler dans l'entreprise qui peuvent être bénéfiques, l'informatisation n'a pas que des défauts, mais comment est-ce que tout ça est géré, comment est-ce que toute la chaîne de décision est prise, un témoignage de un des aspects de ce qui n'a pas fonctionné, qui a mal fonctionné à France Télécom et qui a produit les résultats qu'on sait, ces suicides, mais pas seulement. Je crois qu'il y a aussi une détérioration du service. Oui, bien sûr, mais parce que on est tombé aussi dans une période où, quand vous interrogiez entre guillemets les clients, l'ambiance générale, c'était les gens étaient contents d'avoir de la concurrence. C'était une époque, on va mettre les télécoms en concurrence, ça va faire baisser les prix. C'était ça un peu ce qu'on entend. Les gens, quand les monopoles, pour l'instant, et je crois que c'est toujours dans l'inconscient collectif, les gens, ils en veulent pas, quoi. On voit bien que se développe aussi la concurrence sur l'énergie, sur l'eau, c'est aussi ça. Donc, les gens, ils sont preneurs de cette concurrence. Ils savent pas ce que ça signifie derrière, parce que vous avez vu que les services maintenant, quand vous appelez, maintenant il n'y a plus de proximité évidemment, et quand vous avez un problème, il faut appeler un numéro sur lequel vous tombez sur un centre d'appel qui se trouve au mieux à Marrakech ou à Belgrade ou je sais pas où, peu importe, mais je veux dire, on sait ce que ça donne derrière le service rendu, si vous avez besoin de rien, il faut les appeler, quoi. Donc, ça signifie ça, la mise en place de tout ce système. Donc maintenant, et au niveau de la baisse des prix, on voit bien ce que ça donne. Parce qu'en fait, on est rentré dans une logique où il faut développer du service, il faut créer des besoins chez les gens. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que personne ici n'est en mesure de me dire qu'il a une facture télécom qui est moins élevée que celle qui a 5 ans. C'est l'inverse, évidemment. Puisqu'on a créé des besoins chez les gens, et puis ça va continuer en permanence. Donc, cette mise en concurrence, elle était... on n'a pas fait pleurer nos clients là-dessus, quoi. Ce que je veux dire, ils étaient plutôt contents, au contraire. Ils disent, ça fera... C'est un peu, les fonctionnaires, ça va, quoi. Voilà. Un peu planqués, ils ne voyaient pas tout ce qui est derrière, c'est-à-dire que les gens, ils ont... envie de bien travailler, de rendre service, etc. Donc, à la fin de la journée, quand vous n'avez pas réussi à
rendre service, à répondre correctement, mais ça fait énormément souffrir, ça, parce que vraiment, on dit finalement à quoi je sers, quoi. C'est sans arrêt comme ça, répétitif tous les jours, quoi. Donc encore une fois, il a fallu cette médiatisation pour un peu faire évoluer les choses. Parce que des suicides, il y en a ailleurs. Hein. Bah oui. Le service des forêts, il y a plein de gardes forestiers qui se suicident. Et, chez les paysans, chez les policiers. Enfin bon, il y a plein de métiers qui sont touchés par ça. Bon, ça s'est médiatisé, France Télécom s'est médiatisé parce que je pense que ça touche de près les médias, c'est-à-dire les journalistes, c'est la communication. C'est donc, comme on dit, tout à l'heure, on disait que ça allait être le monopole des entreprises de communication, mais voilà, ça les touche de près. Donc, ils en ont beaucoup parlé, mais ça existe partout. Et alors, je dirais que mon film... je l'ai montré après, quoi. Hein. Donc déjà, je l'ai montré aux salariés, je l'ai montré à la hiérarchie, je l'ai montré dans des cadres syndicaux. Et en fait, j'ai été surpris parce que les gens, ils étaient plutôt mal à l'aise avec ça, quoi. C'est-à-dire que, bon, chez les salariés, les gens se disaient, putain, on s'est laissé faire comme des... C'est pas possible. Sans réaction, qu'on n'ait pas réagi plus, quoi. C'est un peu un constat d'échec. Bon, chez les syndicalistes, c'est pareil. Les mouvements, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, les gens disaient, merde, ça met en question aussi le mouvement syndical, quelque part. Hein. Et puis, le management, alors là, c'est bien. Effectivement, faut qu'on prenne ça en compte. Mais bon, c'est peut-être trop tard. Voilà, c'est une lampe de bois, quoi. Voilà, donc, finalement, mon film, il gênait un peu tout le monde, quoi, en gros. Cette culture syndicale aussi, ça a été effectivement des protestations, des mouvements au moment de la fermeture de l'entreprise de Givors, hein, cette très ancienne entreprise que vous nous avez montrée. Et on va regarder un petit peu la manière dont c'est un peu pareil, le mouvement syndical, c'est pareil, les gens ont subi ça sans trop... Oui. Il a fallu attendre la fermeture presque pour que ça... Peut-être que ça a eu lieu. Pas tout à fait, parce que c'était un milieu qui était fortement syndicalisé. La verrerie est un milieu fortement syndicalisé, avec des syndicats qui, justement... ont engagé tout de suite la lutte, et en sachant aussi que dès qu'il y a eu l'annonce du plan social à Givors, il y a eu une manifestation, Givors étant une ville de 10 000 habitants, il y a eu une manifestation le jour du 1er mai, où il y a à peu près entre 1500 et 2000 personnes de la population qui sont venues soutenir le mouvement lancé par le syndicat des verriers, parce que sur Givors, il y a énormément de gens qui vivaient de la verrerie, directement ou indirectement. Alors on va voir d'ailleurs des images de cette manifestation, d'une des manifestations en tout cas qui ont eu lieu. Parce que vous avez des images qui sont dans votre film. On regarde ça. On reviendra peut-être sur le mouvement syndical. On y reviendra après, oui. En 2001, le groupe Danone se désengage de l'activité emballage. La filiale BSN Emballage s'allie avec le verrier allemand Gerresheimer. Le groupe BSN Glaspack voit le jour. C'est l'entrée de fonds de pension anglo-saxon pour 56% du capital au travers d'une société luxembourgeoise conseillée par CVC Partners. Les nouveaux actionnaires exigent une rentabilité à 2 chiffres. Le 9 avril 2001, le groupe BSN Glaspack annonce sa décision de fermer la verrerie de Givors, malgré sa forte rentabilité. La lutte s'organise dans les jours qui suivent. Rendez-vous devant l'hôtel Mercure aux Charpennes, où se tient le comité central d'entreprise. Donc on a vu des extraits des films. Il y a beaucoup de films qui ont été tournés sur ces manifestations.
cette culture de lutte, ce mouvement syndical important dans cette entreprise de la verrerie, c'est quelque chose qui est, comme vous nous le disiez, Jean-Pierre, qui est quelque chose qui n'est pas seulement partagé par les travailleurs, mais les familles et puis toute la commune à Givors. Quand la fermeture a été annoncée, ça a été vraiment un mouvement de masse. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Givors est aussi une ville à forte, histoire syndicale et combative. Il ne faut pas oublier que Givors, il y avait Fivlilcaille avec, à une époque, plus de 1500 salariés qui travaillaient à Fivlil. Il y avait des hauts fourneaux qui ont été fermés quelques années avant la verrerie. Il y a eu tout un pan de l'industrie locale qui a souffert de la crise, et enfin du début de ce qu'on a appelé le début de la crise, en fait, qui était des restructurations, pour beaucoup des restructurations financières. Et il y avait donc une solidarité syndicale au niveau de Givors, et puis disons que les syndicats étaient fortement implantés et bien organisés. Donc la lutte, c'est naturellement, dès qu'il y a eu l'annonce de la fermeture de Givors, naturellement, une grande partie de la population s'est sentie solidaire, en dehors, au-delà même des verriers, parce que voilà, ça faisait vivre, il y a toute la population autour. Bon, il y avait tous les sous-traitants, il y avait énormément de gens. Bon, à l'époque, il y avait 305 salariés à l'usine de Givors. Bon, le 1er mai, il y avait 1500 à 2000 personnes dans les rues de Givors. Donc ça montre bien ça dépassait largement les salariés de Verrier, quoi. Et au niveau des syndicats, donc non seulement c'était bien implanté sur Givors, mais il y avait aussi un soutien des fédérations syndicales. Notamment, il y a des usines, des verreries qui ne sont pas loin, et il y a eu aussi des soutiens et des solidarités venant de ces autres usines. Tout à l'heure, Patrice parlait de l'usine de Vauche, qui est à 40 km. Il y avait une usine à Rive-de-Gier qui est à 7 km. L'usine de Rive-de-Gier est maintenant fermée, l'usine de Vauche continue à tourner, mais le mouvement syndical reste très fortement implanté dans ce milieu-là. Et ce qui a permis des luttes, ça n'a pas empêché malheureusement la fermeture, mais ça a permis des luttes, et avec des avantages entre guillemets, des plans d'accompagnement qui ont été longuement négociés et discutés. Alors, on n'a pas énormément de temps, mais je voudrais qu'on revienne sur... Juste un petit trait sur le syndicalisme, parce que nous, évidemment, France Télécom, on s'inscrit dans le paysage syndical national, qui est très atypique en France, il faut quand même le rappeler, puisque en France, on a à peu près 8% de syndicats. Le taux de syndicalisation est très très faible, c'est le plus faible d'Europe, y compris... par rapport aux pays du Sud. En Italie, c'est encore un peu plus de 20%, en Espagne aussi. Donc on est très atypique là-dessus. Et c'est dramatique même, je dirais, pour les années à venir, puisque les militants syndicaux, ils arrivent maintenant en fin de carrière. Il y a beaucoup d'anciens dans le mouvement syndical. Et il n'y a pas de relève. Les jeunes ne se syndiquent pas, ne se syndiquent plus. Donc là, il y a vraiment une question à se poser, quoi. Il va y avoir, maintenant, on se dirige vers ce qu'on appelle des syndicats d'élus, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que les élus, il n'y aura plus de militants derrière, il n'y aura plus enfin, ça sera très compliqué d'installer des rapports de force comme il existe, comme tu décrivais, quoi, parce que derrière, c'est des généraux sans armée, je dirais. Donc, ça va poser problème, alors, les jeunes, ils vont peut-être voir qu'il faudra se réorganiser, mais pour l'instant, en tout cas, ils ne vont pas vers ce mouvement syndical. Et les jeunes, ils sont plus vers des mouvements citoyens externes et tout ça. Mais dans l'entreprise, moi, je le vois, puisqu'on a essayé de faire des mouvements de syndicalisation et ça ne les intéresse pas. Ils ne voient pas l'intérêt, ils disent ça ne sert à rien. Voilà, quoi. Alors, il y a quand même l'organisation qui continue, mais qui a pris d'autres formes à Givors. C'est ce travail dans l'association des anciens verriers. Et c'est un travail qui est
absolument indispensable par rapport à la nécessité de faire reconnaître par la Caisse d'assurance maladie, par l'ensemble des structures qui sont en charge de cela, faire reconnaître ces maladies professionnelles spécifiques. Parce que quand quelqu'un veut le faire à titre individuel, qu'il s'adresse à un médecin, qu'il s'adresse à des juristes, qu'il s'adresse aux administrations, eh bien c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des tas de choses à rassembler, des preuves à faire, qui sont vraiment c'est vraiment un parcours du combattant pour chaque individu. Et là, le travail collectif a permis de progresser, et c'est certainement lié, Jean-Pierre, à justement toutes ces habitudes de solidarité, cette manière de travailler ensemble que nous avons déjà un petit peu illustrée. Hein. Oui, alors je pense qu'au départ de l'association des anciens verriers, c'est à la suite de la lutte pour le plan social, les accompagnements du plan social. Donc les verriers avaient une mutuelle santé, une mutuelle de groupe. Or, comme l'usine était fermée définitivement, les salariés n'avaient plus droit à cette mutuelle. Pour rester comme l'entreprise, la société continuait à exister dans d'autres lieux, mais pour pouvoir continuer à bénéficier de cette mutuelle, il a fallu qu'ils créent une association. Et donc c'est de là qu'est venue l'association des anciens verriers, pour pouvoir, dans un premier temps, c'était le but de l'association, bénéficier de cette mutuelle. Et puis, c'est là que sont arrivées les maladies un peu plus nombreuses, les décès un peu plus nombreux, et que, donc, il y en a quelques-uns, notamment des responsables syndicaux, qui n'étaient plus peut-être le nez dans le guidon et qui voyant leurs copains décédés, ont commencé à se poser la question, mais pourquoi il est mort, lui? Et puis, petit à petit, c'est cette association qui a pris le relais de la lutte. Donc ils ont commencé par une enquête, c'est là qu'ils se sont aperçus de l'ampleur des dégâts. Et ensuite, donc, ils ont commencé leur combat par l'intermédiaire d'avocats, etc., pour faire reconnaître leur maladie comme maladie professionnelle. Et c'est vrai que c'est là qu'ils se sont aperçus du parcours du combattant qu'il fallait poursuivre pour pouvoir arriver à se faire entendre. En sachant que pour engager une procédure judiciaire, notamment Christian Cervantes a dû débourser 4 500 € pour pouvoir déposer le dossier. Bon, donc individuellement, la personne qui n'est pas sûre de pouvoir gagner, s'il n'a pas une association derrière, s'il n'a pas, disons, une structure qui va l'aider et qui va l'épauler, sortir une somme comme ça devient ahurissant, quoi. Personne... On ne le fait pas. On le fait pas, donc on laisse faire. Alors, ce qui est aussi important à dire, c'est que ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'indemnisation des maladies, même s'ils le reconnaissent, ce qui compte, ce qui est important, c'est pas l'indemnisation des salariés malades, parce que ça va représenter pas grand-chose. Mais ce qui compte, c'est la prise en compte de ces maladies pour les salariés qui travaillent. Et c'est-à-dire que par rapport à l'entreprise va devoir, si elle ne fait rien, elle va devoir payer donc la taxe sur les maladies professionnelles, hein, l'accident du travail, qui va progresser dans des façons importantes. Et en sachant qu'il y a 250 usines en Europe, là, c'est des milliards qui sont en jeu. Et donc, le combat syndical se prolonge d'une part d'un côté par cette association qui se bat bec et ongle pour faire reconnaître ces maladies comme maladies professionnelles pour ceux qui les ont malheureusement contractées. Et puis, du côté, il y a une liaison avec les syndicats dans les autres usines et au niveau des fédérations pour justement faire en sorte que les entreprises actuelles, les grandes entreprises, hein, Saint-Gobain pour ne citer qu'elle, ONC Illinois, qui est l'américain qui a racheté BSN, pour que ces entreprises mettent en place les moyens pour protéger leurs salariés de façon efficace. Alors, vous avez, l'un et l'autre,
pris la décision à un moment donné de réaliser des films. Alors vous n'avez pas fait ça comme ça, sans connaissance, sans technicité. Vous vous êtes entouré, dans votre cas, Louis, de personnes qui avaient la compétence du cinéma. Et puis dans votre cas, Jean-Pierre, vous allez nous le raconter, vous faites partie d'un collectif qui est une des vidéos participatives membres de la fédération. Et donc, faire un film, c'est un objet culturel. Vous allez nous dire déjà qu'est-ce qui vous a donné l'idée vous-même de réaliser ce genre de produit, d'objet culturel, et puis comment vous l'avez mené. Alors vous nous avez déjà dit un petit peu, Louis, quelles avaient été les réactions quand vous l'avez présenté, mais même quand vous interrogiez les personnes, un retrait, une difficulté à leur faire à les amener à témoigner. Mais vous-même, qu'est-ce qui vous a donné vraiment l'envie de vous y mettre, et puis comment vous avez fait finalement pour développer ce travail? Ouais, oui. Moi, j'ai initié ce travail parce qu'en fait, j'avais par ailleurs une proximité avec le monde artistique dans le cadre d'une association dont je faisais partie, qui s'appelle Ramdam, qui est donc la gestion d'un lieu qui est un espace de travail pour artistes. Donc, bon, là, j'ai croisé notamment des vidéastes, des gens comme ça. Et puis, dans l'entreprise, encore une fois, c'est plutôt un désir de mémoire que j'ai voulu faire, quoi. Donc, parce que j'avais l'occasion de croiser toute cette souffrance-là. Je disais, en plus, c'est des gens qui sont quand même plutôt proches de la retraite, donc avec la pyramide d'âge dans les entreprises. Donc, je me suis dit, il faut tracer ça parce que ça va disparaître et dans 5 ans, voilà, on saura plus ça, tout ça, quoi, et on sera dans une autre histoire, quoi. Donc c'est plutôt ça. Bon, donc c'est pas vraiment entre guillemets, enfin un film artistique, enfin bien sûr, mais je dirais que c'est pas une fiction, quoi, évidemment. Donc c'est plutôt des témoignages, mais je dirais que culture et travail, c'est plutôt la trace d'une culture d'entreprise, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Donc et puis quelque chose qui permet de réagir, qui permet d'engager des débats aussi par la suite. Donc c'est un élément comme pourrait le faire du Théâtre Forum, comme pourrait le faire avec une série de photos, comme on pourrait le faire avec des poèmes, avec un roman. Nous avons plusieurs auteurs. Je pense que la culture, dans les entreprises, il y a eu aussi là une complète révolution, parce que moi j'ai le souvenir par exemple du TNP qui allait sur le carreau de chez Berlier pour présenter sa saison, qui montait une estrade et qui donnait des extraits de pièces dans la cour de chez Berlier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La culture dans les entreprises, c'est les comités d'entreprise. Donc vous avez accès à des ristournes, donc les gens... Donc ça remplit les salles de théâtre de Lyon avec les comités d'entreprise. Mais ça n'a plus ce côté... mais non, c'est complètement... vivant. Alors non seulement il n'y a pas la venue des artistes dans le monde ouvrier, qui avait un sens, mais en plus les gens maintenant, ils vont au spectacle, ils consomment, quoi. Ils achètent des trucs parce que c'est pas cher, et il y a il y a même des comportements. Moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, j'ai été voir un spectacle de danse contemporaine. La salle était bourrée par les CE. Et les gens avaient vu ballet, donc ils s'attendaient à voir certainement des gens faire des pointes en tutu, enfin, je sais pas. Donc, il y a la moitié de la salle qui est partie pendant le spectacle, quoi. Donc, parce que les gens, bon, voilà... Ça, c'était pas leur... Ils zappent, ça nous plaît pas, bon, voilà. Donc, il y a une façon aussi d'aborder la culture qui a complètement changé. Alors que, encore une fois, avant, les artistes avaient la possibilité d'aller, je dirais presque dans l'entreprise, quoi. Maintenant, c'est complètement... Alors là, non seulement ça se fait pas, mais c'est carrément impossible, quoi. Enfin, c'est pas souhaité, enfin, voilà, quoi. Donc, je pense qu'il y a matière avec ces nouveaux médias, là, peut-être qu'à re-rentrer dans l'entreprise, à faire re-rentrer la culture... par ce biais-là, je pense que les jeunes, ils vont être sensibles à ça, quoi. Enfin, trouver les nouvelles formes avec l'Internet et tous ces outils. Absolument.
Et alors, chez vous à BSN? Eh ben, pour moi, enfin, en ce qui me concerne, ça a été un cheminement un peu différent. Bon, le fait que je travaillais chez BSN, à l'époque, ça s'appelle BSN, mais j'étais au centre de recherche. Donc, bon, j'allais souvent dans les usines, je connaissais énormément les salariés de l'usine de Givors. Bon, pour beaucoup, c'était des copains. Et puis, bon, j'ai été licencié en 2003, comme beaucoup. Bon, je faisais pas partie de l'association des anciens verriers, puisque moi, j'avais pas eu besoin de cette association qui, au départ, était uniquement pour la mutuelle. Et puis, quand il y a eu cette diffusion un peu de l'enquête avec la maladie des verriers, etc., j'ai voulu quand même, avec les connaissances que j'avais du centre de recherche, amener ma pierre à l'édifice en disant, bon ben voilà, dans les produits notamment, ils cherchaient un peu les produits chimiques qui étaient utilisés et tout ça. Donc j'avais des connaissances de ce côté-là et j'ai voulu leur apporter un petit peu un coup de main. Donc je suis allé les voir à l'association, etc. J'ai discuté avec eux. Et puis on s'est mis à parler justement de vidéos, puisque moi ça faisait quelques années quand je suis allé les voir. Je venais de rentrer à Vivet, donc association vidéo de Grigny. Et donc j'ai dit, tiens, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de vidéo. Mais il y en a eu, justement, parce qu'en fait, les verriers, depuis des années, certains du moins, avaient fait avec des caméscopes VHS, avaient des cassettes d'abord sur le travail, sur l'ambiance, notamment les jours de réveillon, les casse-croûtes, bon, tous les trucs qui faisaient comme ça, bon, qui étaient connus de tous, hein, mais pendant les pauses, bon, le jour du réveillon, et qui étaient tolérés, parce que bon, ça faisait partie. Le travail continuait, hein. Même le jour de l'an, la fabrication, elle baissait pas, elle était toujours au même niveau. Mais bon, il y en avait la moitié qui surveillait la machine, puis s'il y avait quelque chose, tout le monde y allait. Et puis, bon, c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient des cassettes. Traces, il y avait plein de traces. Alors, bon, il a fallu d'abord les numériser, puisque, bon, pour faire les montages, c'est quand même plus facile. Et donc, à Vivet, on avait plus de 6 heures de rush, comme ça, un peu tout. Donc, j'ai commencé à numériser tout ça. Et pour dire qu'en fait, le film, les 2 films qui ont été faits, il n'y a pratiquement aucune scène que j'ai filmée personnellement, il y en a très peu. Par contre, c'est essentiellement, j'ai fait le montage. Donc en partant de toutes les vidéos qui avaient été réalisées, donc j'ai coupé, j'ai sélectionné, etc. On a fait un montage, on a fait une voix off, etc. Et le deuxième film, il y a aussi un fait qui est quand même très important, c'est qu'on a eu la chance à FR3 à Lyon, d'avoir une journaliste qui a été très engagée pendant tout le combat des verriers et qui a fait énormément de reportages sur la lutte des verriers, sur la fermeture, sur les passages aux tribunaux pour les plans sociaux, etc. etc. Elle a fait énormément de reportages aussi sur ensuite le début de la maladie des verriers, sur l'association, jusqu'au dernier reportage qui a été, enfin pas le dernier, puisque le dernier c'est à la CARSAT à Lyon pour la reconnaissance des réunions, etc. Et sur le deuxième film, donc on a eu l'autorisation de ces journalistes de monter les extraits de journaux de FR3 Rhône-Alpes qui parlaient de ce sujet et qui complètent toutes les images qu'on en avait pu faire. Donc voilà un petit peu, c'est une démarche totalement différente. Moi, j'ai surtout fait du montage et de l'association d'images dans un contexte. Mais c'est ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que par la vidéo, on peut exprimer avec des images qui, au départ, quand on filme en réveillon, ça n'a rien à voir avec la revendication syndicale sur la fermeture d'une usine. Et pourtant, c'est de la culture. Une fois qu'on l'a monté, c'est de la culture. Et vous avez mis ça en récit, c'est aussi de la culture, et ça c'est très important. Donc ces films, tous les 2 sont disponibles, hein, on peut les voir dans des circuits qui ne sont pas faciles à trouver, mais en tout cas les verriers, ils le distribuent autour d'eux. Hein, c'est leur quelque chose qui est important aussi pour leur mouvement. Et on va peut-être terminer là-dessus. Hein, c'est des films qui sont artisanaux, hein, que vous avez fait en prenant beaucoup de temps, en développant
faisant un travail commun avec les personnes que vous avez interrogées. C'est pas seulement la film des auteurs, mais c'est le film finalement d'une collectivité qui s'est créée autour de cet objet culturel. Alors voilà, c'est quelque chose, on mettra sur les sites de nos médias des liens pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur comment se procurer ces documents. Et puis éventuellement, il y a un catalogue de ciné-travail, quoi. Parce qu'en fait, les traces de travail dans des objets filmés, c'est assez rare, en fait. Ouais. C'est pas évident. Hein. Donc il y a Ciné-Travail sur Lyon, là, qui est une association qui s'occupe de ça, de diffuser des films qui parlent du travail, quoi. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. C'était la première émission de cette série-là. On en fera d'autres avec un petit peu de vidéo, un petit peu de radio. On va surtout faire l'inventaire de ce qui, dans l'ensemble de nos radios, dans toute la France, fait question du travail et de la culture et du travail. Et pour cela, la Confédération nationale des radios associatives et le Syndicat national des radios libres vont se mettre en chasse des archives des différentes radios associatives un petit peu partout sur ces thématiques-là. Et la Fédération des vidéos de quartier et de pays fera le même travail au niveau des vidéos. C'est une première et on va faire ça avec un soutien du ministère de la Culture. C'est important pour nous aussi parce que c'est une manière aussi de se dire que tout ce que nous faisons dans nos médias, c'est quelque chose qui peut être aussi pour la mémoire de tous, pour la meilleure connaissance les uns des autres, d'un territoire à un autre. C'est quelque chose qui est important. Donc voilà, aujourd'hui, c'était la première de cette série d'émissions et la première de cette collecte de ces objets culturels que nous avons fait. Merci d'être venu pour répondre à nos questions. Merci.